Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour de Suisse. On va quand même parler de la première étape en tout début de vidéo et revenir sur les conséquences que ça aura sur les courses et ce que j'ai pensé de cette journée. Mais du côté des tops et du côté des flops, on se concentrera sur la deuxième étape qui a eu lieu aujourd'hui. On regardera également les différents classements et puis l'étape de demain du côté de ce Tour de Suisse qui s'enchaîne avec le Dauphiné. Le Dauphiné qui a changé de nom. Pour l'an prochain, ça sera le Auvergne-Rhône-Alpes Tour. Je ne sais plus comment ils vont l'appeler. Je pense qu'on continuera de l'appeler le Dauphiné. Voilà, parce qu'ils ont choisi un nom tellement compliqué que bon, il y a un moment... Puis le Dauphiné, ça fait partie des traditions. C'est comme si Paris-Nice, tu ne l'appelais plus Paris-Nice, mais Berry, Rhône-Alpes, PACA-Tour. Voilà, ça n'aurait aucun sens. Donc, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions du côté d'ASO. On sait bien que la région Auvergne-Rhône-Alpes sponsorise la course. C'est marqué en gros partout. Il y a des pancartes Auvergne-Rhône-Alpes le long du Dauphiné. Mais le Dauphiné, c'est un peu une tradition de course. C'est comme si le Tour d'Italie, alors tu ne l'appelais plus que le Tour des régions du nord de l'Italie. Ça ferait un peu de cheapos. Et c'est un peu ce qui se passe du côté d'ASO. Mais les mauvaises idées chez ASO, ils en ont des dizaines. Je pense qu'en ce moment, ils les collectionnent du côté d'Amaury Sport Organisation. Mais donc, on va parler de ce Tour de Suisse. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube, donc plus ça me soutient. Deuxième solution pour me soutenir, c'est de faire un super thanks. Et je remercie les gens qui font cet effort. Tour de Suisse, étape d'aujourd'hui. Hier, il y avait l'étape 1. Une étape 1 qui a été énormément animée. Je l'ai vu en fin de matinée, début d'après-midi, cette étape numéro 1. Je l'ai regardée sur Eurosport. J'ai regardé les deux premières étapes sur Eurosport et pas sur la chaîne Équipe. Et une étape 1, oui, qui a été très animée avec... Dès le départ, il y a eu pas mal d'attaques. Enguelard, Julien Alaphilippe sont quasiment les premiers attaquants de la journée. Et c'est vrai qu'on a eu de multiples attaques. Et dans un premier temps, un peloton qui ne laissait pas partir. Ça roulait très vite derrière le peloton, ce qui fait que les échappés n'arrivaient pas à sortir. Et puis, je dirais à 95-94 km de l'arrivée, on a un groupe qui part en deux temps. Et ensuite, on se retrouve à avoir 30 mètres à l'avant. Et on a senti à ce moment-là qu'on est au bout d'une heure de course et qu'il y a vraiment eu l'obligation dans le peloton à un moment de ralentir le rythme. Surtout qu'il y avait eu des chutes, notamment Almeida qui était tombé. Donc il y avait des équipes qui ne roulaient plus parce qu'il y avait eu des chutes. C'est vrai qu'Almeida, qui a eu une journée compliquée hier et qui s'en est plutôt bien sorti quand même dans l'affaire. Et on sentait qu'il y avait besoin de ralentir le rythme du côté de certaines formations. Je suis d'accord, ok, on décide de ralentir le rythme. Par contre, il ne faut pas non plus s'arrêter complètement. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui fait que ce groupe de 30, on avait quand même Vauclin, on avait Ben O'Connor avec des équipiers, Julien Alaphilippe, on avait Romain Grégoire, on avait Cosnefroy par exemple. Dans ce groupe-là, il y avait aussi un coureur Ineos. Enfin voilà, il y avait pas mal de monde. On s'est retrouvé avec 30 mecs devant. Et derrière, il y avait déjà plus beaucoup d'équipes qui avaient pas de mecs devant. Et il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas roulé. Et surtout, le problème, c'est que comme ça a mis du temps à se mettre en route, on a laissé 3 minutes 30. Laisser 3 minutes 30 à 70 bornes de l'arrivée à un groupe de 30, c'était sûr que ça n'allait pas revenir. Encore plus parce qu'on a eu de la pluie sur la dernière heure de course, donc ce qui fait que ça a été très humide avec un véritable orage qui s'est abattu, des ondées assez importantes qui s'est abattues sur les coureurs. C'est vrai qu'on s'est retrouvé à avoir ce groupe-là à 3 minutes 30. Derrière, ça s'est joué dans la dernière bosse du jour avec un Romain Grégoire qui a été véritablement opportuniste, qui a saisi sa chance. C'était peut-être pas le plus fort parce que je pense que Bartlemen était assez costaud hier. Il a fait vraiment très mal à tout le monde dans la montée, que ça soit à Julien, à Alaphilippe, que ça soit également à Kevin Vauclin.
Mais voilà, il s'est fait piéger par Romain Grégoire qui a fait une descente vraiment à tombeau ouvert. On sait qu'en Suisse, les descentes sont toujours très rapides, pas forcément très techniques. Il n'y a pas 150 000 virages dans la descente en Suisse. Par contre, ça va très vite. Les descentes en Suisse, et ce qui a créé notamment des morts, c'est qu'on atteint très vite les 100 km/h en Suisse. Et ce qui fait que le danger sous la pluie notamment peut être très important. Et il a pris les risques, Romain Grégoire, et c'est passé. Et ça lui a permis de garder une quinzaine de secondes d'avance. Derrière, on a commencé à se regarder un petit peu pour la deuxième place. Et c'est ce qui a permis à Romain Grégoire de s'imposer. Je pense que celle-là, il s'en souviendra. Alors, c'est quand même marrant, Romain Grégoire, hein. On notera encore cette particularité. C'est qu'il s'impose encore sur une course par étape. C'est un mec qui est plutôt destiné au classique, qui a plutôt le profil d'un coureur de classique, mais qui s'impose, pour le moment, très régulièrement dans les courses par étapes. Et là, ça a encore été le cas. Et puis, forcément, vu l'avance qu'il a pris sur certains coureurs, ça va donner des idées, pourquoi pas, pour aller jouer le général. Alors certes, t'as Ben O'Connor qui est derrière. Mais bon, Ben O'Connor a quand même un petit retard, hein, déjà au classement général. Je crois qu'il est pas loin de la minute. Derrière, la plupart des leaders, Almeida, Gall et du côté de Kemna, la Lidl Trek ou Tao Gegenhardt, ou voilà, la plupart des autres coureurs, Yann Creston chez UAE, sont à 3 minutes 30, 3,25, 3,30. Donc forcément, ça risque d'être compliqué pour ces coureurs-là. Ce qui va nous donner une course très intéressante parce que si ces mecs-là qui sont à 3,30 ou qui sont à plus d'une minute veulent aller gagner la course, il va falloir attaquer de loin, il ne faudra pas attendre le dernier jour pour tenter de faire des écarts. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se goupiller. Mais moi, ça me surprendra toujours dans le cyclisme moderne. On a les oreillettes, surtout qu'à ce moment-là, il ne pleuvait pas à 70 bornes de l'arrivée. Je suis toujours surpris qu'on ne se mette pas en route, qu'il n'y a aucune équipe qui décide de prendre ses responsabilités à un moment, et que ça met toujours du temps dans ce genre de cas, et que les équipes ne collaborent pas entre elles, alors que là, si 3-4 équipes avaient collaboré entre elles, alors peut-être qu'on serait parvenu sur les mecs de devant, mais au lieu d'avoir 3,30, on n'aurait peut-être que 2 minutes d'écart, et ça aurait été différent, sauf que tout le monde attend un petit peu que ce soit le petit collègue qui fasse le boulot, et quand le petit collègue ne fait pas le boulot, au bout d'un moment, on se retrouve dans une situation extrêmement complexe, et ça peut être quand même un sacré bordel. Et là, c'est ce qui s'est passé, voilà, ça m'a rappelé un petit peu le Hetnieuseblad féminin. Vous savez, on a attendu, et puis au bout d'un moment, personne n'a roulé, et on a perdu la course du côté des leaders. On a un peu du mal à collaborer entre les équipes maintenant, parce que tout le monde se méfie pas forcément d'UAE, des grosses structures, sauf que si UAE fait pas le job, il y a un moment, faut y aller, faut aller au charbon, et c'est là où, du côté de certaines formations, on a peut-être été un peu trop attentiste du côté de cette étape numéro 1. Voilà, on est revenu sur l'étape numéro 1. Petit résumé rapide sur la numéro 2. Et journée qui a été beaucoup plus calme, plus ensoleillée déjà, parce que c'est vrai qu'hier, la dernière heure de course a été très humide. Moins de chutes. Là aussi, on a vu un Almeida un peu mieux que la veille, où il avait des petites douleurs un petit peu à droite à gauche. On savait que les difficultés se concentraient quand même sur les 50 derniers kilomètres, donc l'échappée est sortie très vite. Une échappée de 3 coureurs dans un premier temps, avec Sylvain Didier, avec Mauro Schmidt et avec un coureur d'Intermarché, c'était Rutsch, qui était dans cette échappée. Derrière, Engelhardt a pris quelques points au classement de la montagne. Sylvain Didier les a abandonnés assez vite dans ce groupe de 3, et Jonas Rutsch, il était cuit. Il a tout donné aujourd'hui, Jonas Rutsch, mais au bout d'un moment, c'était trop compliqué, et c'est ce qui a permis à Mauro Schmidt de s'en aller. Mais comme l'échappée, déjà à plus de 80 bornes de l'arrivée, n'avait qu'1 minute 30 d'avance, ça n'a pas aidé. On a quand même roulé à plus de 45 à l'heure sur une journée à 2500 mètres de dénivelé positif. Donc c'est pas anodin, et avec ces dernières difficultés qui ont fait un petit peu mal. Et un sprint un peu surprenant, on n'était pas forcément sur des gros pourcentages, mais on était tout le temps en prise dans les 25 derniers kilomètres. Et c'est vrai que certains sprinteurs ont eu, les purs sprinteurs n'ont pas réussi à tenir la cadence, mais même d'autres coureurs
ont eu du mal à tenir et se sont un peu effondrés dans le dernier kilomètre, les 2 derniers kilomètres, et ça a été un petit peu un sprint de mort. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était une échappée de 5 coureurs qui n'avaient jamais eu plus d'1 minute d'avance sur le peloton qui se faisaient le sprint à l'arrivée. Non, non, c'était des mecs qui étaient restés dans le peloton, mais avec une étape à 2500 mètres et un final difficile, qui ont eu du mal à tenir la cadence. Donc vraiment un sprint très surprenant aujourd'hui du côté de cette étape. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top sur cette étape, eh bien on commence avec le vainqueur du jour, un vainqueur un peu surprenant, première victoire en World Tour pour ce coureur qui n'est dans des équipes World Tour que depuis l'an dernier. Eh bien c'est un transfert de l'équipe EF. Vincenzo Albanese qui s'impose aujourd'hui, lui qui avait rejoint l'équipe EF après avoir fait un passage express du côté de l'Arkea, parce que c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps chez Arkea, où il n'a jamais... alors, il n'avait pas fait une mauvaise saison en 2024 chez Arkea, mais il manquait des victoires, et puis c'est vrai qu'il n'avait pas fait de grands tours au final sur sa saison, ce qui je pense ne lui avait pas plu forcément à Albanese de faire aucun des 3 grands tours. Et puis bon, ça se savait déjà l'an dernier que la situation d'Arkea n'était pas forcément bonne financièrement et surtout sur le maintien des sponsors. Mais à 28 ans, voilà, première victoire en World Tour. Alors, il faut savoir que c'est quand même un coureur qui est resté longtemps en 2e division, professionnel depuis 2017, passé par la Bardiani, donc à l'époque il avait 21 ans, puis ensuite Eolo Kometa, avant d'aller chez Arkea. Cette année chez EF, ça n'a pas été forcément une grande saison chez EF, parce qu'on sait qu'encore une fois, c'est un coureur qui arrive souvent à avoir des résultats sur des épreuves Pro Series, des 2.1, où il peut enchaîner les victoires un petit peu. Sauf que cette année, il a beaucoup couru en World Tour, pas forcément avec un statut de leader, parfois avec un statut d'équipier. Même ce matin, techniquement, c'était plutôt Mads Michels le leader. Il était un petit peu la solution de rechange, au cas où Mads Michels ait peut-être du mal, et il protégeait la roue de Mads Michels à 5 bandes de l'arrivée. Il était dans sa roue pour un petit peu faire le ménage. Sauf qu'il y a un moment où vous avez l'accélération de Quinn Simmons, le coureur américain. Quinn Simmons, on sait que c'est un coureur, il ne faut pas lui laisser 10 mètres parce que sinon il peut aller au bout. Donc ça a un peu suivi, sauf que l'attaque de Quinn Simmons était assez violente. Vous avez Creston qui suit et surtout Fabio Creston qui suit et surtout Lewis Husky. Et Albanese s'est dit, Lewis Husky, il a un peu couru en France quand même, il a parfois fait des Coupes de France, il faut le suivre ce coureur-là. Et après derrière, il a vu qu'il n'y avait plus personne dans la roue. Je pense qu'il s'est aperçu, on lui a dit dans l'oreillette, je pense qu'on lui a peut-être plutôt dit dans l'oreillette, que Mads Michels ne pouvait plus faire le travail, pouvait plus faire le sprint et qu'il fallait qu'il joue sa carte. Et à ce moment-là, ça s'est fait gérer un peu à la pédale. Et Albanese fait vraiment un sprint assis sur la selle. De toute façon, ils étaient tous assis sur la selle, il n'y avait plus d'énergie. Ils étaient un peu comme Jonas Roche sur la fin de son échappée, plus en capacité d'aller se mettre en danseuse. Et puis donc victoire d'Albanese. C'est quand même intéressant pour Albanese parce que c'est un coureur qui a quelques résultats dans sa carrière. Ce qui est assez fou, il n'a que 3 victoires dans sa carrière. Pourtant, c'est un coureur qui est très talentueux. C'est un sprinter qui passe bien les bosses. C'est un coureur qui a une très très bonne pointe de vitesse, Albanese, qui passe super bien les bosses. Mais seulement 3 victoires dans sa carrière. Jusqu'à maintenant, c'était le Trofeo Matteotti. En 2016, à l'époque, il n'était même pas pro quand il a gagné le Trofeo Matteotti sur cette épreuve. Il avait remporté cette course. Il avait également remporté une étape cette année-là du Tour de l'Avenir. Et puis, il avait remporté une étape du Tour du Limousin en 2022, où il avait été costaud ce jour-là. Et donc, enfin, 3e victoire chez les pros. Du côté de ce Tour du Limousin, du côté de ce Tour de Suisse, alors il a eu quelques places d'honneur également dans sa carrière. C'est vrai que je pense que c'est l'un des coureurs qui a le plus de top 5, coureur qui n'a fait que 4 grands tours dans sa carrière, mais voilà, un coureur talentueux qui a un profil qui est très intéressant pour le cyclisme moderne aujourd'hui, mais oui, ça voulait pas toujours marcher du côté d'Albanese. Et là,
peut-être qu'il s'est pas mis la pression aujourd'hui et par rapport à d'autres journées où il se mettait parfois peut-être un peu trop la pression, comme c'était pas lui le leader, ça l'a peut-être un peu libéré et après il a joué à l'instinct dans ce final et avec le reste d'énergie qu'il avait dans les jambes. Et dans ce genre de cas, quand c'est un sprint compliqué, c'est celui qui va le plus loin dans la douleur. Et souvent, celui qui va le plus loin dans la douleur, c'est celui qui a peut-être le plus la niaque. Quinn Simons, il a gagné il n'y a pas si longtemps que ça, en World Tour, bon, sur une étape assez atypique. C'était sur le Tour de Catalogne, je crois me rappeler de tête. Lewis Hasky, bon, c'est quand même un coureur qui a des résultats, même si je crois qu'il n'a pas encore gagné en World Tour. Je crois me rappeler Lewis Hasky. Et Fabio Criston, bon, c'est un coureur qui est assez jeune et qui a eu quand même des résultats depuis le début de saison. Et je pense qu'Albanese, il avait la niaque aujourd'hui pour obtenir ce résultat. Et c'est ce qui a fait la différence dans la fin de son sprint, où il était intelligent dans sa manière de sprinter aussi. Hein. Il suit la corde de la courbe. Et forcément, comme il est à la corde, Criston, s'il veut le dépasser, il faut qu'il passe par l'extérieur. Pour passer par l'extérieur, il faut être en survitesse. Il fallait avoir au moins 4-5 km/h je pense, d'écart. Et autant vous dire que là, il n'y avait pas la capacité d'avoir ce niveau-là en termes de décalage et de sprint. Et puis, on peut saluer quand même le travail pendant une grande partie de la journée de l'AEF, qui a fait un bon boulot, surtout dans les 10 derniers kilomètres. C'était peut-être l'un des rares trains à être complètement en place du côté de l'AEF, donc ça il faut saluer également du côté de cette formation. Deuxième coureur top, en fait c'est deux coureurs top, les frères Criston. Et oui, les frères Criston, Fabio et Yann. Alors j'ai mis le maillot de Fabio, mais Yann, son attaque, c'était très très bien joué, de tenter de sortir, surtout qu'à ce moment-là, on avait techniquement une deuxième carte du côté de la UAE avec Morgado, même si les dernières sorties de Morgado n'avaient pas été exceptionnelles, et c'est peut-être pour ça même que Yann Criston a décidé d'attaquer, parce que c'est vrai que Morgado, notamment sur le Tour de Slovénie, avait été très discret, pour pas dire même assez moyen sur cette épreuve, et Yann Criston a dû se dire on n'est peut-être pas sûr de Morgado, peut-être que ce matin au briefing il y avait déjà cette stratégie un petit peu de l'ogre à deux têtes, et c'était bien joué de la part de Criston, surtout que Morgado, s'il restait les Maddis Mikkels ou les Lewis Hasky, il savait quand même qu'il avait assez peu de chances de battre les purs sprinters, qu'il fallait que la course soit dure pour aller chercher un bon résultat. Et c'est vrai que là, Yann Criston a vraiment fait un beau boulot. Non, je dirais bravo Fabio Criston, c'est vraiment un type d'arrivée qui lui convient extrêmement bien. C'est pas un puncher grimpeur comme son frère, c'est pas non plus un sprinter, Fabio Criston. C'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, mais c'est pas un sprinter. Je dirais qu'il est dans un registre, je vais rabâcher, peut-être un peu à la Douquet, à la Michael Matthews, qui d'autres de coureurs comme ça qui ont une bonne pointe de vitesse, mais qui sont pas forcément des sprinters en soi. C'est ce qu'il avait fait sur le Tour de Slovénie, hein, où il s'était imposé sur un sprint dans un groupe de 6 où il avait été très costaud avec le déclassement d'Oliveira ce jour-là, déclassement qui n'était pour ma part pas justifié. Et là j'ai aimé qu'il aille au bout de son action, et alors je sais pas si ça a été à cause du Tour de Slovénie, mais là pourtant Albanese suit la corde, et il aurait pu essayer de lever les bras, de dire hey, il m'a bloqué, il m'a tassé, parce que sur le Tour de Slovénie ça avait fonctionné, donc pourquoi pas le retenter sur cette étape du Tour de Suisse. Sauf que est-ce qu'il s'est fait un petit peu tirer sur les oreilles, est-ce qu'il a eu des retours de son frère qui est chez UAE, de dire que cette attitude-là n'avait peut-être pas plu à l'équipe Amirati, ou peut-être que dans le peloton du Tour de Slovénie, ça lui a été reproché, hein, le fait d'avoir arrêté son sprint et de s'être mis en colère alors qu'il y avait encore de la place. Mais là, il a fait son sprint jusqu'au bout.
Après, je pense qu'il n'avait pas la capacité de remonter Albanese. Je suis pas sûr qu'à la corde, il aurait battu Albanese parce que je pense qu'encore une fois, il y avait une motivation supplémentaire du côté du coureur italien que n'avait peut-être pas le jeune coureur suisse. Mais c'est quand même une très très belle saison que réalise Fabio Creston et que réalisent les frères Creston, hein, sortant quand même de la catégorie espoir et obtenant tout de suite des très bons résultats. Et puis on termine avec Paul Lapera. Ouais, c'est intéressant, Paul Lapera. Je regardais un petit peu ses résultats parce que c'est pas un coureur que j'ai tant vu que ça depuis le début de saison. Mais c'est vrai qu'on a vu des maillots de champion de France un peu plus visibles que celui de Paul Lapera. C'est vrai que son Tour de France avait été... alors il avait pris des échappées, mais souvent il était lâché assez tôt. Bon, il avait fait quelques résultats en fin d'année avec ce maillot de champion de France. Mais depuis le début de saison, je crois qu'il n'y avait eu qu'un résultat sur la classique VAR au final du côté de Paul Lapera. C'était un petit peu léger. Et puis là, sur les boucles de la Mayenne, il y a eu quelques top 5 du côté de Paul Lapera. Là, on a encore un résultat aujourd'hui. Hein. Il fait deuxième du sprint du peloton. C'est dommage même du côté de Paul Lapera parce qu'il est un petit peu loin au moment où le sprint se lance. Du côté de la Décathlon AG2R, on fait un beau boulot pour le placer à 5 bandes de l'arrivée, mais après dans le dernier kilomètre il n'y a encore plus personne. Ça m'a rappelé un petit peu la situation qu'a pu vivre quelquefois Sam Bennett avec un train qui n'était pas du tout en place. Et si on veut accueillir Olaf Koy, et si on veut qu'Olaf Koy ait des résultats l'an prochain du côté de la Décathlon AG2R s'il arrive, il va falloir vraiment travailler le timing sur la manière d'emmener les sprints. Parce que c'est vraiment un registre où ils ne sont pas bons. Pourtant, ça a été l'équipe, encore une fois, de Yann Kirsipu, de Jean-Patrick Nazon, notamment à une époque. Mais là, aujourd'hui, pour lancer des sprints, c'est difficile du côté de cette formation. Après, ça fait, on va dire, une grosse quinzaine d'années aussi qu'ils n'ont pas forcément eu un sprinter majeur dans cette structure. Et je pense qu'il y a un manque de repères aussi du côté du staff et qu'il va falloir bosser là-dessus. Mais c'est un résultat intéressant du côté de Paul Lapera. Et puis je me disais, Paul Lapera, championnat de France, du côté de la Vendée, un parcours qui sera pas si facile que ça. Ça peut faire partie quand même des coureurs qui peuvent avoir une bonne carte et des mecs qui arrivent à remporter 2 années d'affilée un titre de champion de France. C'est pas arrivé souvent. Voilà. Donc ça pourrait un petit peu marquer l'histoire du côté de Paul Lapera. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On regarde les bonnets d'âne du jour. Je commence avec la Tudor. La Tudor. Grosse désorganisation dans le final. Après, est-ce que rouler pendant toute la journée pour Marius Mayhofer était le meilleur choix ? Je ne suis pas convaincu non plus, comme du côté de Eurosport. Parce que c'est vrai que ce matin, quand je les ai vus rouler, enfin ce matin, on les a vus quand même pas mal rouler dans la journée. Je me suis dit, bon, ils roulent pour qui la Tudor ? Parce que je me disais, bon, ils roulent peut-être pour Marc Hirschi. C'est vrai qu'il y a une petite pointe de vitesse, mais encore une fois, Marc Hirschi, ça faisait partie comme de pas mal de coureurs. Il fallait quand même éliminer du monde, éliminer les sprinteurs et les coureurs avec une très grosse pointe de vitesse. Après, je me suis dit Marco Haller. Mais je me suis dit, bon, Marco Haller, déjà, c'est pas une assurance tout risque. Et puis je me suis dit, Marco Haller, dans les bosses, ça risque d'être compliqué. Sauf que ces mecs-là ont roulé aujourd'hui. Et après, je me suis dit, il y a Alaphilippe qui roule. Je me suis dit, mais vraiment, on roule pour qui dans un premier temps. Et puis après, bon, je regarde la liste de départ, parce que je n'avais pas tous les noms en tête. Encore une fois, j'étais hier plus concentré sur le Dauphiné que sur le Tour de Suisse. Mais là, je me dis, il roule quand même pas pour Mayhofer à ce point-là. Et là, je me suis dit, putain, quand un Marc Hirschi, un Julien Alaphilippe roule à ce point-là pour toi, Promio, t'as pas le droit de te planter, presque. Parce que, bon, champion du monde et vainqueur de la Flèche Wallonne, quand même, qui roule en plus un Suisse qui roule à la maison alors qu'il peut peut-être jouer sa propre carte. Et là, je me suis dit, c'est quand même couillu de la part de la Tudor. Et puis, je me suis dit surtout, Mayhofer,
Je me disais, voilà, par rapport au peloton qu'on a de coureurs, puncher avec une petite pointe de vitesse, je me disais Mayhofer par rapport à la Pera il gagne pas, Mayhofer par rapport à un Van Poppel ça gagne pas non plus, je pensais même pas à ce moment-là trop à Albanese, mais je pensais plutôt à Michael, je me disais bon ça va être compliqué de battre Mads Michaels. Et là, c'est vrai que Mayhofer, je suis pas sûr que c'était la carte exceptionnelle du côté de cette formation. Et j'étais assez surpris qu'on roule autant. Et puis après, dans le final, je crois qu'on en a trop mis auparavant, que ça manquait énormément de main-d'œuvre dans le final. Et puis, c'est désorganisé. Ça y est, Julien Alaphilippe, il sait pas trop quoi faire. Il y a un moment, tu sens qu'il est perdu. Il se dit, est-ce que je suis le groupe de 4 et je joue ma carte? Ou est-ce que je me concentre sur Mayhofer? Je pense qu'il aurait mieux fait d'essayer de suivre le groupe de 4 devant lui que d'attendre Mayhofer, parce qu'en plus il a dû arrêter de pédaler et ralentir, et en gros il n'a pas aidé Mayhofer, parce qu'il passe une sorte de demi-relais qui a, je pense, été d'aucune aide pour l'Allemand, alors que il aurait peut-être plutôt dû jouer sa carte. Julien Alaphilippe, ça aurait peut-être été plus intéressant pour le Français. Donc dommage, voilà, du côté de cette formation, parce qu'on est passé un petit peu à côté aujourd'hui, malgré beaucoup d'efforts. Forcément, on va penser à Arnaud Delis. C'était lui le leader. Et à un moment, j'ai eu un doute à 40 bandes de l'arrivée, 30 bandes de l'arrivée, parce qu'on les voyait un petit peu dans le peloton, et puis on nous montrait vachement Arnaud Delis. Et je me disais, est-ce que c'est pas Arjen Livins quand même le leader? Parce que bon, Delis est revenu en Belgique fin mai, mais il est tombé contre un panneau publicitaire où il s'était fait mal au niveau du coude. Et ça, je me disais, bon, Arnaud Delis, Arjen Livins, sur un passage comme ça, il pouvait y avoir une petite interrogation quand même. Bon, le leader, c'était très clairement Arnaud Delis. Là encore, je trouve que ça manque un peu de personnel pour aider quand même Arnaud Delis. Pour placer Arnaud Delis, il est un peu seul du côté de la Lotto. Et puis après, bon, 45e, ça veut dire que bon, il n'a pas fait le sprint, il s'est complètement relevé. Mais ça ne le met pas en confiance, parce que cette reprise, et cette année de toute manière 2025 est compliquée pour Arnaud Delis. On va pas se mentir que pour le moment, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Une victoire, c'était du côté de l'Étoile de Bessèges, mais dans des circonstances quand même particulières. Et ensuite, bon, troisième de la Bruxelles Cycling Classic au niveau des gros sprints. Après, c'est un coureur qui a très peu roulé, seulement 21 jours de course. Du côté d'Arnaud Delis, il y a eu quand même aussi des petites réflexions de la part de la direction sportive de la Lotto qui l'a mis, je dirais, presque de côté quand même à un moment, au moment de Gand et Velgem, en disant bon le mec est un peu nulle part et il va pas finir la séquence des classiques, et puis on va voir ce que ça va donner. Mais on est quand même extrêmement loin en termes de résultats de 2022. C'est sa pire saison chez les pros, pour le moment, Arnaud Delis, et je pense qu'à la fin de l'année, ça sera sa pire saison chez les pros. Et pourtant, l'an dernier, je rappelle qu'il a eu la maladie de Lyme. Là, il n'y a aucun niveau, ça marche pas du tout du côté d'Arnaud Delis, et il va falloir quand même retrouver un petit peu de l'allant, parce que bon, quand tu compares Olaf Koy, et la comparaison avec Olaf Koy, on l'a fait forcément, parce que c'est deux coureurs qui sont de la même génération, les deux sont arrivés chez les pros en même temps, et avec beaucoup de résultats dans leur première année. Olaf Koy, lui, poursuit quand même sur une bonne dynamique. Arnaud Delis est un petit peu à l'arrêt. À une époque, il arrivait bien à passer ce genre de petites bosses, ce genre de journée. Il s'en sortait bien, Arnaud Delis, avec sa puissance. Et là, il n'a pas existé. Il a complètement reculé dans le final. Donc c'est un petit peu inquiétant. Il fera le Tour de France, parce que de toute manière, chez Lotto, c'est pas comme si on avait un effectif pléthorique pour le prochain Tour de France. Donc oui, il fera le prochain Tour de France. Par contre, est-ce qu'il obtiendra des résultats sur ce prochain Tour de France? Ça, c'est une vraie question. Et puis après, bon,
Ça, c'est quand même la grande interrogation. L'an dernier sur le Tour, ça avait été compliqué hein, pour Arnaud Delis. Là, il faudra voir. Surtout que l'an dernier, bon, il avait eu quand même des résultats. Là, il n'y a pas grand-chose quand même à se mettre sous la dent du côté d'Arnaud Delis. Donc, ce n'est pas très rassurant pour le champion de Belgique, mais pas hyper bien entouré. Et puis, ouais, une mauvaise étape au final pour le coureur belge. Et pourtant, qui avait rechargé de son énergie la veille parce qu'il avait fini très loin. Bettiol, ouais, sur une étape comme ça, Bettiol, normalement, c'est pour lui. Hein. Une arrivée en bosse comme ça, avec pas trop de pourcentage. Bon, normalement, Bettiol, c'est le type de parcours qu'il aime bien. Sauf que un petit peu comme un certain Dylan Teuns, oui, qui quand il a quitté comment ça s'appelait la Bahreïn, pardon, pour rejoindre Israël, bah, au final, les premiers temps, il y a eu très peu de résultats. Bettiol a fait ça hein, au même moment. C'est-à-dire en août, il décide de changer de formation, de casser son contrat avec l'AEF. Hein. Il avait encore, je crois, 1 an et demi de contrat, un truc comme ça, pour aller chez Astana. Les résultats sont pas fameux, là aussi, hein, du côté de Bettiol. Bon, une 3e place sur le chrono du Tour de Romandie, et une 5e place sur une étape en ligne. 7e du Trofeo Leguelia. Je crois qu'il était dans le peloton, je crois qu'il remporte le sprint du peloton. En dehors de ça, c'est pas forcément fantastique. Coureur qui ne fera pas le Tour de France, normalement il est prévu sur le Tour de Pologne, Alberto Bettiol, certainement pour marquer des points UCI de la part du coureur italien, mais depuis le début de saison, seulement 121 points marqués et assez peu de résultats sur des courses qui normalement lui conviennent. Je pense au Down Under, je pense à Cadel Evans au Shared Road Race, même sur un Grand Prix du Morbihan par exemple en France. Il a abandonné sur les 4 jours de Dunkerque. Bon voilà, assez peu de résultats pour Bettiol et c'est vrai que je pense que ils avaient essayé de faire un grand coup à Astana, c'était le même moment où le sponsor chinois est arrivé. Et là, en termes de résultats, c'est pas fantastique. Voilà, donc dommage du côté du coureur italien, parce que là, en termes de résultats, eh bien, depuis le début de saison, c'est vraiment pas fantastique. Et puis je termine avec Morgado. Je crois qu'il faut vraiment qu'il se repose, Morgado, parce que là, en termes d'énergie, il n'y a plus grand-chose dans les cuisseaux du côté de Morgado. 19e aujourd'hui. Bon voilà, hein, tu sens que déjà sur le Tour de Slovénie c'était quand même compliqué. Je pense qu'il faut maintenant qu'il se repose Morgado avant le mois d'août. Hein, lui aussi il ira sur le Tour de Pologne, mais là je pense qu'il n'y a plus grand chose dans les cannes, qu'il y a un peu une fatigue peut-être aussi mentale. Hein, c'est vrai qu'il est déjà à 34 jours de course. Il a beaucoup couru quand même sur des grosses épreuves. Donc des épreuves où tu as de la pression, surtout que lui c'est un équipier important autour de Pogačar. Et peut-être que voilà, il a eu du mal à se remettre à l'entraînement, mais là il n'est pas dans le coup, hein. On l'avait dit déjà sur le Tour de Slovénie où il avait été assez inexistant. Normalement il n'était pas indiqué comme faisant le Tour de Suisse après le Tour de Slovénie, mais là physiquement bon, tu sens qu'il n'y a plus grand chose dans les cannes. C'est aussi un coureur qui a repris dès fin janvier, hein. En Europe, il avait fait la Ruta de la Ceramica et le Grand Prix de la Classica Communautat de Valenciana, plus les courses à Palma de Majorque. Donc là, je pense qu'il y a besoin de repos, il y a besoin de rentrer chez lui, de recharger un petit peu ses accus et de retrouver des bonnes sensations et des bonnes conditions. Et puis, c'est toujours drôle, hein, la UAE, quand il n'y a pas... Pogačar au départ, parce que tu as l'impression que les souris dansent hein, quand le chat n'est pas là et que c'est un très bon chat ou c'est un très bon chien de troupeau, Pogačar, parce que là encore, donc aujourd'hui Yann Christon attaque. Bon, pour moi je trouve que c'était une bonne idée parce que Morgado, vu l'énergie qu'il a ces derniers temps, c'est pas forcément l'idéal et
tenter le coup du kilomètre, c'était pas forcément une mauvaise idée. Et phrase de Michael Berg à l'arrivée de la course à la télévision danoise. C'est rapporté par le forum Le Gruppetto. Donc, sur l'attaque de son équipier, j'ai été très surpris. C'est bien de voir qu'il a de bonnes jambes. C'est un peu dommage qu'il ne sache pas comment nous aider, mais c'est comme ça. Autant vous dire, le groupe vit bien. Voilà, comme d'habitude. Du côté de la UAE, c'est quand même très surprenant ce genre de choses. C'est vraiment surprenant. Alors, il fait aussi partie de ceux qui, voilà, en Algarve, Creston avait gagné une étape et c'est vrai que peut-être que ça n'avait pas forcément plu à Almeida. Je pense qu'en plus, Almeida, c'est un coureur qui a du caractère. Je ne sais pas si vous avez vu aussi du côté de la UAE, Ayuso en Espagne avait ce qu'on appelle des coms sur Strava, donc des meilleurs temps sur certaines montées sur Strava, et Almeida a récupéré ses meilleurs temps, et certains proches notamment de la UAE disaient en plus Almeida c'est un mec qui normalement ne met jamais ses temps, ses données sur Strava, donc là c'était un peu fait exprès. Mais c'est assez marrant la situation chez UAE. On avait l'impression l'an dernier que tout allait bien à part Ayuso. On s'aperçoit qu'il y a quand même des dissensions au sein de l'équipe. Alors c'est tout à fait normal. On est dans une Dream Team. Vous avez beaucoup de mecs qui pourraient être leaders dans d'autres formations. La hiérarchie, c'est dur de monter les strates dans la hiérarchie. Vous avez beaucoup de jeunes dans cette équipe. Les jeunes ont souvent quand même les dents longues et veulent se montrer tout de suite et sont parfois peut-être impatients. Mais il va falloir quand même faire attention parce que ce genre de mésentente, ça peut quand même vraiment pourrir un petit peu la vie d'un groupe. Donc je pense qu'il faut que la direction sportive de la UAE réussisse à mettre le haut là assez rapidement, parce que sinon ça peut être compliqué. C'était la force, encore une fois, je le dis toujours, de Nicolas Portal chez Ineos chez Ineos Sky, quand la situation, on avait beaucoup de leaders, il arrivait à, on va dire, ménager la chèvre et le chou. C'est ce qu'ils arrivent très bien à faire chez Visma aussi, avec les équipiers à laisser un petit peu de place à tout le monde. Chez UAE, il va falloir trouver des solutions, des astuces pour éviter qu'il y ait trop de gros problèmes dans cette structure. On passe désormais, hop là, aux différents classements. L'étape du jour, donc remportée par Albanese, première victoire en World Tour devant Fabio Creston, Aski, Quinn Simons, donc qui a réalisé l'attaque décisive. Van Poppel 5e, donc premier du sprint qu'on pourrait considérer du peloton, devant la Pera Bilbao. Nicolo Buratti avec Glivar et Van den Bosch. On ne sait pas trop ce qui s'est passé du côté d'Alpecin, ils ont été très remuants, Alpecin. Van den Bosch qui avait attaqué à une dizaine de kilomètres de l'arrivée aussi, pour ensuite réussir à faire le sprint Merhofer. Badjoli aussi, Lady Doltrek, ça s'est pas forcément bien goupillé. Oldani aussi, qu'on aurait pu attendre un petit peu plus haut du côté du sprint. Et déjà des abandons hier, mais là on a perdu Zana en cours d'étape, ou encore Palzer et Van der Meulen. Voilà, du côté de cette journée, on avait déjà eu des abandons la veille. Le classement général, donc Romain Grégoire en tête devant Kevin Vauquelin. Il a pris 1 seconde de bonification aujourd'hui à l'entrée du kilomètre Tissot, parce que là on est sur un kilomètre en or qui a un peu l'idée d'un kilomètre en or, c'est-à-dire que vous avez un sprint à l'entrée du kilomètre, un sprint à la sortie du kilomètre, contrairement à ce que nous a fait Red Bull du côté du Tour d'Italie. Bart Lehmann est 3e devant Alaphilippe, Ben O'Connor. Oui, donc comme je disais, à 1,18 déjà, devant Großschartner, Kemna, Castrillo aussi, dont il faudra se méfier, avec Keplinger, et puis on retrouve Zimmermann à 1,37, et le reste du peloton à 3 minutes 23, avec la plupart des autres leaders du classement général, sauf Sion Izagirre qui est à 4 minutes 49. Voilà.
du côté de ce classement. Le maillot de meilleur sprinter pour le moment, égalité entre Romain Grégoire et Albanese. Vauquelin 3e devant Creston et Ruch. Le classement de la montagne est emmené par Félix Angelard qui a encore pris des points aujourd'hui. 3 points d'avance sur Mauro Schmidt. Donc on est pour l'instant sur un doublé Team Jaïko Alula. Vauquelin 3e devant Bart Nemen et Alaphilippe. Le classement des jeunes est emmené par Romain Grégoire devant Kevin Vauquelin, Pablo Castrillo, Gratte, Maisonneuve de la Cofidis et Wenkosio. Et puis le classement par équipe emmené par la Visma. Devant la Movistar, 47 secondes, la XDS Astana M06, Israël, Q36, UAE, seulement 7e à 2 minutes 23. Première équipe française, Arkea, pour le moment 8e. On regarde l'étape de demain, du côté de ce Tour de Suisse, pardon, je vais y arriver. On part de Arao, comme aujourd'hui, mais on ira du côté de Hayden, avec là aussi des bosses dans le final, un final en montée, avec 3 difficultés, voilà, même 4 si on compte cette montée de Meistersrütte, de Appenzell, du côté du kilomètre 160.5, le Knollhausen, voilà, avec le H aspiré qui sera au kilomètre 179, le Buriswillen qui sera lui au kilomètre 186, pardon, donc à 11 km de l'arrivée, cette montée de Hayden, montée finale de 3 km 4 à 5,3% de moyenne, donc c'est pas un sprint si facile que ça. Dommage, Van Der Poel aurait pu pourquoi pas vraiment faire un bon résultat sur cette course, mais il faudra se méfier, peut-être un Mauro Schmidt, s'il a récupéré, peut-être également Tudor aura envie de se racheter du côté de cette étape, avec pourquoi pas un Marc Hirschi, même si ça me semble pas suffisamment pentu. J'irai pourquoi pas un Benoît Cosnefroy aussi, sur ce type de parcours, ça peut être un coureur très intéressant. Eh bien nous on se retrouve demain, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.